Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de féminisme, plus particulièrement d'un féminisme qu'on va qualifier de féminisme 2.0, qu'on appelle aussi plus couramment le néo-féminisme, au travers d'un article du journal espagnol La Vanguardia qui titre Catherine Breillat, le féminisme actuel est pire que l'islamisme radical en Iran. Un article dans lequel la cinéaste de 75 ans fait une rétrospective sur son travail et nous donne également son avis sur l'évolution du féminisme, des rapports hommes-femmes et du rapport au désir qui a été perverti, selon elle, par un puritanisme excessif. Et elle critique ouvertement le féminisme actuel qui, selon elle, a pris une posture plus agressive, plus clivante, plus radicale, finissant par tuer le désir même. L'article nous dit notamment à ce sujet: après une carrière où elle a exploré en profondeur le désir féminin, Breillat estime qu'il faut toujours le défendre contre les gens qui se prétendent moralistes et qui pensent tout savoir sur la vertu. Et elle ajoute: la survie de l'espèce humaine dépend du désir. Et là, la cinéaste critique une forme de puritanisme essentiellement américain, même si elle ne le dit pas, qui a commencé à s'installer en Europe depuis le hashtag MeToo ou le balance ton porc en France, où la moindre interaction entre un homme et une femme, pour peu que cet homme ait un peu de pouvoir, fait planer le doute du harcèlement, de la domination masculine, du viol, et j'en passe. Et à cet égard, voilà ce que nous dit la cinéaste: beaucoup de féministes sont très hystériques. Moi, je me considère comme très féministe. Pour moi, le féminisme, c'est avoir les mêmes droits, et je suis contre une grande partie du féminisme actuel qui défend un rigorisme moral, une pensée unique. Et c'est du fascisme. On est en train de créer une génération de femmes pour qu'elles détestent les hommes. J'aime les hommes, et on m'a reproché dans mes films précédents d'exagérer les défauts des hommes. Mais ce que je racontais dans mes films m'était arrivé ou à des gens que je connaissais parce que j'ai peu d'imagination. Il faut arrêter de dire que tous les réalisateurs sont des violeurs et des prédateurs. Il y a une culpabilité hystérique. Et voilà donc ce dont nous allons parler aujourd'hui, l'évolution du féminisme vers une version plus hystérique, plus radicale, qui fait même peur aux féministes de la première heure comme Catherine Breillat. Avant d'aller plus loin, vous allez me dire: l'Observateur, depuis quand tu lis des articles en espagnol et comment t'es tombé sur cet article de La Vanguardia? Pour la petite histoire, et là j'ouvre une parenthèse, je vous raconte un peu ma vie, je me suis remis à l'espagnol depuis 6 mois environ parce que c'est une langue importante que j'ai envie de parler couramment et je prends donc des cours privés d'espagnol avec une prof qui m'envoie de temps en temps des articles pour me faire lire en espagnol et pratiquer. Et comme elle connaît les sujets qui m'intéressent, elle m'envoie souvent des articles sur les relations hommes-femmes, le wokisme, le féminisme, la géopolitique, etc. Et comme elle a la même sensibilité que moi, c'est-à-dire une libérale de droite, elle m'envoie souvent des choses qui m'intéressent. Et vous allez me dire: mais c'est quoi être libéral de droite? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour le résumer, c'est droite des valeurs, droite du travail, qui est en fait la véritable droite. On va dire aujourd'hui que la meilleure représentation de cette droite, c'est le Trumpisme, conservateur sur les valeurs. Un homme est un homme, une femme est une femme, et libéral sur le plan économique, qui signifie être pour une intervention minimale de l'État dans les affaires des individus, refuser le fardeau fiscal, privilégier l'entreprise individuelle, et surtout mettre l'individu et ses droits et ses libertés au centre de la société, plutôt que le collectif. Le libéralisme est un système du bas vers le haut. On considère que l'individu libre, éduqué, responsable fait une société meilleure, par opposition à un système communiste ou fasciste ou national-socialiste par exemple, qui sont des systèmes qu'on va appeler top-down, du haut vers le bas. On considère que l'individu est un débile, voire qu'il n'existe pas, et c'est au gouvernement central, avec une police puissante, de contrôler, surveiller et rendre l'individu meilleur.
Et on a vu ce que ça a donné. Et c'est un peu ça le libéralisme que peu de gens comprennent aujourd'hui parce que c'est une notion qui a été galvaudée avec des confusions qui ne sont pas toujours très justes et très pertinentes avec le monde de la finance. Mais le libéralisme authentique, tel que conçu par exemple par les pères fondateurs des États-Unis, c'est simplement de mettre l'individu au centre de la société. C'est l'individu meilleur, l'individu éduqué, l'individu libre qui fait une société meilleure, qui fait un collectif meilleur. Alors qu'en général, les systèmes dictatoriaux tendent à vouloir dompter la masse. Ils considèrent que l'individu est un idiot qu'il faut mater, qu'il faut éduquer, qu'il faut soumettre. Donc, c'est des systèmes qui élaborent des stratégies complexes à très haute échelle qui ont pour objet de contrôler les masses. Et en général, ça finit toujours mal parce que ce n'est pas une tendance naturelle. La tendance naturelle de l'homme, c'est d'être libre. N'en déplaise aux communistes, n'en déplaise aux fascistes, la tendance naturelle de l'homme, c'est d'être libre, d'où le terme libéralisme. Si l'humain n'aimait pas la liberté, l'esclavage serait toujours la règle. L'esclavage qui a existé pendant plusieurs siècles, depuis l'Empire romain d'ailleurs, les États-Unis n'ont pas, ni l'Europe d'ailleurs, n'ont pas le monopole de l'esclavage, ça existe depuis bien longtemps. Et ce système est arrivé à terme parce qu'il est contre la tendance naturelle de l'humain. Donc voilà comment je me définis, voilà comment je me situe sur le spectre des idéologies politiques. Pour ceux qui veulent savoir quelle est ma tendance, eh bien je suis tout simplement de la droite traditionnelle, une droite des valeurs et une droite du travail également, une droite qui a peu à peu disparu et qui n'existe plus en France. Comme je l'ai déjà dit, c'est une droite qui existe aux États-Unis au travers du Trumpisme par exemple, mais aujourd'hui en France, même le Front National, l'extrême droite, c'est plutôt droite des valeurs, gauche du travail. Le Front National ou le Rassemblement National, en réalité, c'est plus du national-socialisme allemand que la droite traditionnelle conservatrice. Et c'est quoi le national-socialisme? C'est-à-dire qu'on est à droite sur les valeurs, famille, tradition, protection des frontières, nationalisme, etc. Donc on est sur la question des valeurs complètement à droite, mais on est plutôt à gauche économiquement. On est plutôt socialiste économiquement, c'est-à-dire qu'on considère que c'est quand même le gouvernement qui prend les grandes décisions, les grandes directives, qui trace les grandes lignes de la nation, qui s'occupe autant de l'économie que de la natalité, que de tous les détails de notre vie. Et c'est ça qu'on appelle le national-socialisme. Et c'est pour cette raison que je n'ai jamais été séduit par le programme du Front National ou du Rassemblement National. C'est que pour moi, leur programme économique est de gauche. Ce n'est pas une vraie droite, ce n'est pas une droite libérale qui va encourager l'entrepreneuriat, qui va libérer les énergies, qui va baisser les impôts, qui va lever cette asphyxie sur les petits entrepreneurs, sur les artisans. Rien de tout ça. C'est-à-dire que le programme est à droite sur les questions sociales. C'est un programme conservateur sur la question de l'immigration notamment. Mais économiquement, je n'attends rien de ces gens-là. Économiquement, on est à gauche. C'est bien gentil de me sortir tout un discours sur l'immigration, mais si à la fin je paye 65% d'impôts, ça change rien à ma vie. Quand tu cumules cotisations sociales, impôts sur le revenu, charges patronales, TVA, taxes foncières, au final, t'es taxé comme sous un gouvernement de gauche ou d'extrême gauche. Voilà pourquoi ça m'a toujours fait sourire quand j'entends les gens parler de la droite française ou de l'extrême droite française. En fait, les programmes qu'on a dans ce qu'on appelle l'extrême droite en France, c'est le programme national-socialiste. Voilà, ça fait bien sur les valeurs, la famille, la tradition, etc. Mais sur les questions économiques, c'est un désastre. Ça sera une catastrophe. D'ailleurs, tous les débats présidentiels, quand on regarde les derniers débats avec une candidate d'extrême droite ou un candidat, ça se passe toujours bien sur les questions migratoires, sociales, etc. Dès qu'on aborde les questions de la monnaie, de l'euro, de la finance, ils se font déglinguer la gueule. Ils n'ont aucune compétence. Dès que tu leur poses une question sur l'économie, ils sont par terre, ils sont largués. Je vais te donner un exemple. Si tu leur poses la question avant, lorsqu'on avait le franc,
pour régler les problèmes de compétitivité avec l'Allemagne, on a dévalué à plusieurs reprises. Ça permettait d'ajuster la différence économique entre la France et l'Allemagne. Donc on avait un Deutschmark pour 3 francs. Lorsqu'on a une monnaie commune, et depuis qu'on a une monnaie commune avec l'Allemagne, donc les Allemands ont l'euro qui est une forme de Deutschmark et la France a aussi une espèce de Deutschmark. Lorsqu'on a une monnaie identique, comment on dévalue? Comment on ajuste la compétitivité entre deux nations différentes? Eh bien, on ne peut pas. On ne peut pas. T'emmènes un candidat d'extrême droite sur ce terrain, tu lui déglingues sa gueule. Parce qu'il faut savoir que même ces partis-là ne sont pas pour la sortie de l'euro. On a vu ce qui s'est passé en Italie, on a vu partout où il y a des partis d'extrême droite qui sont arrivés au pouvoir, ils n'ont rien fait sur la question de la monnaie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la compétence, ni le pouvoir d'ailleurs. Tu prends le dernier technicien dans les couloirs à Bruxelles, dans la Commission européenne, tu prends le dernier technicien qui a fait quelques études de finance, quelques années, tu le mets dans un débat face à un candidat d'extrême droite, il le déglingue, il le termine. Parce que les gars de la Commission, le sujet de l'euro, ils le connaissent par cœur. Même s'ils sont contre, ils peuvent rien faire, ils savent qu'ils peuvent rien faire, c'est-à-dire qu'on est dedans jusqu'au cou. Tout le monde connaît le problème de l'euro, sauf que personne ne sait comment faire marche arrière. Pour revenir à notre sujet et à ma prof d'espagnol, on est parti trop loin. Moi, ça me passionne ces sujets-là. Hein. Dès que je commence, je ne sais plus m'arrêter. Mais oui, il faut qu'on revienne à notre sujet parce que le but, c'est quand même les rapports hommes-femmes et cet article de l'Avant-Guardia. Donc, ma prof d'espagnol est aussi une conservatrice traditionnelle de droite. Elle est catholique, complètement assumée. Et anti-féministe par la même occasion. Et elle ne comprend même pas qu'un truc comme le féminisme puisse exister. Parce que ce que j'ai appris avec elle, à son contact et au contact d'autres hispaniques que j'ai pu rencontrer, du Venezuela, du Mexique et d'Espagne aussi, c'est que le monde hispanique est très réaliste. Ils sont vraiment à l'opposé du monde francophone et même anglo-saxon. La particularité du monde hispanique, c'est que les femmes sont libres, elles sont aussi libres qu'en France ou qu'en Suède, mais de manière organique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dogme derrière, il n'y a pas de théorie à la Simone de Beauvoir. C'est une libération qui s'est faite avec le temps et avec l'évolution de la société. Il n'y a pas eu un livre, un texte fondateur du féminisme comme Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir en France, de grandes théoriciennes du féminisme. En Espagne, les grands mouvements féministes des années 70 n'ont pas vraiment existé. Et la cause est assez simple, la cause est assez pragmatique pour le coup. L'Espagne a été déchirée pendant des années par une guerre civile entre 1936 et 1939, guerre civile à l'issue de laquelle le pays est passé sous la dictature de Franco jusqu'en 1975. Franco qui était de droite, également conservateur. Donc face à une histoire aussi difficile, aussi dense, aussi chargée, l'espagnol, la femme espagnole, n'a jamais eu le temps de devenir dogmatique. C'est-à-dire qu'elle s'est pris des claques de réalisme dans la gueule depuis 1936. La réalité de la vie, quand tu as grandi en Espagne dans les années 40, 50, 60, jusqu'en 75, la réalité s'est très vite imposée à toi. La réalité de la guerre, la réalité de la violence, la réalité de la dictature, la réalité de la vie difficile, la réalité de l'économie, la réalité de la difficulté à trouver du travail. Et pour la femme espagnole, ce qui était important, c'était travailler, manger, se loger, éduquer ses enfants, y basta. Et d'une façon générale, le monde hispanique, l'Amérique latine majoritairement, est un monde qui a de vrais problèmes économiques, sécuritaires, des problèmes de développement social. Donc, ils n'ont jamais eu le luxe de se poser la question existentielle du genre « suis-je un homme ? Suis-je une femme ? Est-ce que j'ai envie de changer de sexe? Est-ce que tous les hommes sont des violeurs, des harceleurs? Est-ce qu'il faut comprendre dans tout ça la chose importante à saisir ou à en extraire, c'est que le féminisme, le wokisme et toutes les idéologies dogmatiques, c'est un truc de riches. La raison pour laquelle on est devenu dogmatique en France et les raisons pour lesquelles on a développé autant de théories et autant de pensées, c'est qu'on est un pays
riche. Si on avait faim en France, ou si on avait eu faim, on n'aurait pas eu le temps de développer tout ça. Une Simone de Beauvoir ne naît pas ou ne peut pas naître dans une Espagne franquiste à la sortie de la guerre civile. Ce n'est pas possible. Une Simone de Beauvoir ne peut exister que dans la petite bourgeoisie française, riche, qui n'a pas besoin de travailler et qui a donc le temps d'écrire et de développer des théories. Et on parlera de Simone de Beauvoir un peu plus tard dans ce podcast, mais ce qu'il faut retenir, c'est que si elle a pu écrire Le deuxième sexe, c'est qu'elle n'avait pas besoin de travailler. C'est aussi simple que ça. Si son père était pauvre, si sa famille était pauvre, et si elle devait aller à l'usine, elle n'aurait jamais pondu un truc pareil. À la base, c'est quand t'es riche que t'as le temps de philosopher, un peu comme le communiste Karl Marx. Karl Marx, il peut développer sa théorie débile sur le capital parce qu'il ne travaille pas. Karl Marx n'a jamais travaillé de sa vie. Il écrit tout un livre sur le mouvement ouvrier et sur le prolétariat sans ne jamais avoir travaillé de sa vie. Et ce qui est ironique avec Marx, c'est que c'est Engels qui l'a financé. Et comment Engels l'a financé? Parce qu'il était riche. Et il était riche parce que sa famille avait des usines de textiles, des usines bien capitalistes qui faisaient de l'argent. Donc c'est un riche capitaliste, Engels, qui finance un communiste illuminé pour écrire le Capital et poser les bases du communisme. Vous comprenez un peu le délire. Et c'est un schéma qu'on trouve chez tous les dogmatiques. Simone de Beauvoir, qui n'a jamais travaillé de sa vie, qui est une petite bourgeoise qui t'explique l'importance du travail pour les femmes. Karl Marx, qui n'a jamais bossé de sa vie, qui se fait financer par un capitaliste, Engels, qui avait des usines de textiles, qui t'explique à quel point le capitalisme, c'est mal et à quel point il faut changer tout ça. Karl Marx, sans le capitalisme, sans les usines de textiles de la famille d'Engels, n'aurait jamais pu écrire le Capital. Et finalement, on peut en conclure que le communisme est la création d'un riche capitaliste, comme le féminisme est la création d'un petit groupe de petites bourgeoises qui se faisaient chier pendant l'heure du thé et qui a commencé à développer des théories dans tous les sens. Voilà pour ma petite anecdote concernant cet article espagnol. C'est vrai que je ne lis pas ou je n'aurais pas lu cet article s'il ne m'avait pas été envoyé parce que intuitivement je consulte ou la presse francophone ou la presse anglophone. Le monde hispanique, c'est un monde auquel je ne m'étais pas particulièrement intéressé, mais du coup je commence à m'y intéresser au travers de mon perfectionnement en espagnol. Donc ne soyez pas surpris si il m'arrive à l'occasion de consulter ou de vous présenter d'autres articles en espagnol. Pour revenir à notre sujet, petite présentation de Catherine Breillat. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une cinéaste française connue pour sa franchise et son style direct et controversé. Elle explore dans ses films le désir sexuel féminin, la dynamique des genres et la nature du pouvoir dans les relations hommes-femmes. Son premier long métrage, Une vraie jeune fille, 1976, abordait la sexualité adolescente de manière explicite, crue, pour ainsi dire. Dans Romance, son autre film paru en 1999, elle a même inclus une scène de sexe réel, une scène quasi pornographique, avec l'acteur Rocco Siffredi, qui a provoqué la polémique. Parce qu'à la base, c'est un film grand public dans lequel on voit apparaître une scène de sexe avec le célèbre acteur italien. Célèbre acteur dans le monde du X, bien entendu. Et pour définir simplement Catherine Breillat, parce que pour comprendre ce qu'elle dit, il faut aussi savoir d'où elle parle, il faut comprendre qui elle est, eh bien c'est une féministe old school ou classique, dans le sens où elle montre dans ses films des femmes libérées, y compris sexuellement libérées, qui assument leur sexualité, leurs fantasmes, qui font leurs expériences, qui explorent leur corps, sans pour autant remettre en question les rôles traditionnels de l'homme et de la femme. Et ça, c'est une nuance très importante à comprendre. Pour le dire autrement, dans les films de Catherine Breillat, la femme est libre, pour ne pas dire
totalement libérée, c'est elle qui choisit ses partenaires, c'est elle qui séduit, c'est elle qui tente des choses, c'est elle qui a des fantasmes, on voit ce qui se passe dans la tête des femmes, on entend les monologues internes, surtout dans Romance, c'est un film extrêmement intéressant où on voit cette femme tiraillée qui veut plus, qui frôle le viol, qui le provoque, puis qui le regrette, plein de choses, ça part dans tous les sens, c'est vraiment, on est dans la tête d'une femme, mais tout ça, toute cette libération sexuelle incroyable se passe et se fait sans ne jamais remettre en cause le rapport naturel entre l'homme et la femme. C'est-à-dire que l'homme demeure le dominant dans ces films. Il n'y a pas de femme dominante qui écrase les hommes. L'homme reste viril, il reste dominant, et la liberté de la femme s'inscrit dans ce rapport traditionnel des hommes et des femmes, ou entre les hommes et les femmes. On voit dans les films de Brea que la femme libérée est, dans le cadre de l'acte sexuel, totalement soumise. Elle est totalement soumise à l'homme. Je dirais même plus, elle revendique sa soumission, et je dirais même plus, elle ne peut jouir que dans un état de soumission. C'est ce qu'on voit du moins dans ces films. Et c'est peut-être le secret le mieux gardé de la femme moderne, c'est-à-dire que la femme moderne exprime une volonté d'égalité avec l'homme, y compris d'égalité sexuelle au sens des rapports, des ébats amoureux, mais en réalité, elle rêve de l'homme qui la prend et qui la domine dans tous les sens du terme. Et c'est un peu ça, le cinéma de Catherine Brea. La femme qui choisit dans le cadre du désir et du sexe de volontairement se faire dominer par l'homme, car ce n'est que comme ça qu'elle peut jouir. Et j'ai l'impression que c'est une subtilité qui a complètement échappé à la féministe moderne. C'est-à-dire que la féministe 2.0 veut l'égalité dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr l'égalité sociale qui est légitime. C'est plus une égalité qu'on remet en cause aujourd'hui. C'est bon, oui, les hommes et les femmes ont les mêmes droits, ils peuvent voter, ils peuvent travailler. C'est pas un sujet, c'est pas de ça qu'on parle. Mais elle transpose cette liberté ou cette égalité à tous les domaines. Et donc, elle va aussi vouloir, dans le domaine du rapport intime, de la sexualité, avoir cette forme d'égalité. Le problème, c'est que pour jouir biologiquement, une femme a besoin de sentir la domination. Elle a besoin de ça. Même la femme qui vous dit « moi je veux l'égalité absolue » va préférer un homme qui est plus grand qu'elle, qui est plus fort qu'elle, qui est plus musclé, qui a des bras un peu plus balèzes, qui a de grandes mains. Les femmes rêvent de ça, elles fantasment de ça. Il y a même des femmes qui peuvent pratiquement mouiller, j'avais peur de dire le mot mais je vais le dire, elles peuvent mouiller en voyant de belles mains, des mains d'hommes belles, grandes, veineuses. Il y a des femmes qui adorent ça. J'avais demandé à l'une de mes ex à quel moment j'ai commencé à te plaire. Elle m'a dit quand j'ai vu les veines sur tes mains. Pourtant, j'ai pas les mains particulièrement veineuses, hein, mais c'était sa remarque. Elle me dit c'est quand j'ai vu la grosse veine sur ta main droite, ça m'a fait quelque chose. C'est pour vous dire à quel point la sexualité féminine est complexe et beaucoup plus subtile qu'on ne le pense dans les rapports de force. Et je suis convaincu, quitte à un peu me répéter, que la femme ne peut jouir qu'en état de soumission. Contrairement à ce que vous diront les féministes qui n'ont peut-être jamais eu d'orgasme de leur vie. Et c'est peut-être là aussi l'origine de la névrose, c'est-à-dire que la femme veut l'égalité, mais paradoxalement, elle ne peut jouir qu'en état de soumission. C'est-à-dire qu'elle veut l'égalité absolue, mais pour jouir, pour sentir quelque chose au lit, elle a besoin de sentir et de voir cette domination, cette présence masculine qui la domine, qui l'enveloppe, qui la prend, qui la retourne dans tous les sens. Et pour arriver à ça, tu ne peux pas avoir d'égalité. Si tu veux être dominé au lit, l'homme doit te dominer. Tu peux pas parler d'égalité dans l'intime. Et si tu revendiques l'égalité dans l'intime, c'est-à-dire tu dis à ton homme « fais attention, parle-moi doucement, je veux pas que tu me claques les fesses, je veux pas que tu me retournes violemment », si tu lui imposes ce genre de choses, si tu le castres, tu verras que tu ne pourras pas jouir, parce que tu ne peux jouir que lorsqu'il te prend sérieusement, voire violemment, toujours dans le cadre du débat amoureux, intime, consenti. Et c'est de là que naît la névrose. Tu veux l'égalité, mais tu ne jouis que dans la domination.
Explique-moi comment on fait. Tu veux l'égalité, tu veux le respect, mais tu ne jouis que dans la domination, que lorsqu'on te claque les fesses, qu'on te tire les cheveux. Comment on fait? Et là, attention, je sais qu'il faut être prudent maintenant sur YouTube avec tout ce qu'on dit. Je parle d'une forme de violence dans le cadre d'un rapport amoureux consenti. La femme veut, l'homme veut, ils sont d'accord pour faire ça. Et on remarque souvent que les femmes, dans l'intime, aiment bien qu'on leur tire les cheveux, aiment bien qu'on leur foute une petite tape sur les fesses, aiment bien que ce soit un peu viril, elles aiment bien sentir la présence du mâle, de l'homme dominant, de l'animal. Et si elles essayent de mater cet animal, elles ne peuvent plus jouir. Et ça génère une névrose immense. On essaye de féminiser les hommes, on les castre en leur expliquant qu'il faut faire attention, faut pas être trop viril, faut pas être trop masculin, faut pas être trop agressif. Les hommes écoutent parce qu'ils sont naïfs, ils vont à l'école depuis l'âge de 5 ans, on leur explique l'égalité, machin. Donc il grandit, il a 25 ans, 30 ans, 35 ans, on lui a dit il faut être gentil avec les femmes, donc il ose pas tirer les cheveux, il ose pas donner une petite tape sur les fesses, etc. Résultat, sa copine n'arrive pas à jouir et elle le quitte. Elle le quitte pour un gars qui, lui, va être viril parce qu'il vient d'un autre pays, elle va rencontrer, je sais pas, un migrant afghan, sénégalais, congolais, qui, lui, n'est pas passé par l'école française, qui connaît pas tous ces codes à la con, qui va la prendre et elle va se dire « Putain, c'est ça qu'il me fallait ». Elle veut bien l'égalité au travail, elle veut bien l'égalité des salaires, mais au lit, ça ne l'intéresse plus. Au lit, cet état de soumission totale à un homme fort et viril la fait jouir. Du moins, je parle pour la majorité des femmes. Il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Mais en tout cas, si vous regardez le cinéma de Catherine Breillat, c'est exactement ça. C'est la femme complètement libérée. Dans ces films, c'est pas la femme traditionnelle, qu'elle soit catholique ou musulmane ou voilée, c'est pas du tout ça. Dans le cinéma de Catherine Breillat, c'est de la femme libérée dans tous les sens du terme. Il n'y a pas plus libérée que ça. Par contre, cette même femme libérée veut intégralement être dominée dans l'intimité. Et ce n'est que comme ça qu'elle désire et qu'elle jouit. Et c'est dans ce sens, ça rejoint ce qu'on disait au début de ce podcast, c'est dans ce sens qu'elle disait que le puritanisme va tuer le désir. Parce que le désir naît dans ce rapport de force. Le désir naît de la femme qui voit la main d'un homme musclé, veineuse. Le désir naît de la femme qui voit un homme qui est plus grand qu'elle, qui la domine, qui est plus fort. Elle aime toucher ses bras, ses muscles, son torse. Le désir naît de ça. Si tu castres cet homme, il n'y a plus de désir. Et c'est très important ce qu'elle nous dit. Le puritanisme, voire même l'égalité, ou cette forme d'égalité qu'on veut entre les hommes et les femmes, va tuer le plaisir. Parce que la femme biologique n'a pas beaucoup changé. C'est pas parce qu'on a changé socialement depuis les années 50, 60, qu'on a détruit le machisme, qu'on a instauré une forme d'égalité. Et je dis pas que c'est mauvais à plusieurs égards. Est-ce que je suis contre le fait qu'il y ait moins de violence contre les femmes? Non. Est-ce que je suis contre le fait qu'il y ait moins de violence conjugale? Non, c'est pas de ça qu'on parle. Il y a des progrès qui ont été faits dans ce domaine et c'est très bien. On parle d'autre chose. On parle de cette égalité biologique recherchée, mais qui ne peut pas être. La femme la plus égalitaire du monde, la plus féministe du monde, va vous dire « Moi, je mouille quand le gars est balèze et qu'il me dépasse d'une tête ». Vous n'avez qu'à regarder les films les plus populaires chez les femmes ces dernières années, ou les livres ou les romans, 50 Shades of Grey, un film qui raconte une amourette masochiste où une femme se fait tabasser dans une relation consentie, bien sûr, où une femme se fait tabasser par un masochiste, un milliardaire qui a des tendances masochistes, qui la fouette, qui la frappe, et elle adore ça. Et t'as plein de femmes qui ont acheté ce livre et qui sont allées voir le film au cinéma en disant c'est génial. Et toi, t'es là, t'es un homme, tu leur dis je comprends pas, c'est quoi le délire ? Vous n'arrêtez pas de nous dire que vous voulez des hommes doux, gentils, et vous vous jetez dans les salles pour aller voir le film d'un milliardaire qui fouette une petite pucelle de 20 ans. C'est quoi le projet ?
Ou l'autre film issu du roman polonais 365 jours, où un gars viril de la mafia italienne, j'avais fait un podcast sur Patreon pour en parler, le film est très moyen, très très moyen. Mais c'est surtout ce qu'il représente qui est intéressant. Les femmes ont adoré ça. C'est quoi l'histoire du film? C'est un gars, un mafieux italien, viril, costaud, qui séquestre une femme pendant 1 an. Il la séquestre. Des millions de femmes ont adoré. C'est l'une des séries les plus vues de Netflix. Et t'as plein de gens qui ne comprennent pas ce paradoxe. Comment se fait-il qu'on nous casse les couilles du matin au soir pour l'égalité, la douceur, la gentillesse, la castration généralisée des hommes, et dès qu'il y a un truc un peu viril au cinéma d'un homme qui fouette une femme, vous allez toutes le voir. Ça veut dire que biologiquement, vous n'avez pas changé. Biologiquement, les femmes n'ont pas changé. Et l'égalité va détruire le désir. Parce que le désir a besoin de cette inégalité biologique entre les hommes et les femmes. Donc voilà comment on peut résumer Catherine Breillat ou son cinéma ou sa pensée ou sa façon de voir les choses. C'est une féministe old school, une féministe des années 60-70 qui produit un cinéma et une pensée basée sur le désir, sur une forme d'exploration sexuelle et de liberté sexuelle et de transgression. Transgression parce que ces films flirtent avec la pornographie. Dans le film Romance, on voit quand même la tub de Rocco Siffredi. On la voit réellement. Pourtant, c'est un film grand public. Donc, c'est vous dire à quel point c'est transgressif sans vous parler des dialogues. Je ne veux pas vous le spoiler. Peut-être que je ferai un sujet, peut-être sur Patreon. Le film est suffisamment intéressant et le monologue de cette femme qui parle dans sa tête est suffisamment intéressant pour en faire un sujet entier. Donc, c'est transgressif. On voit de la pornographie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à côté de cette liberté, eh bien, on a la soumission totale. Et c'est peut-être un peu ça qu'elle regrette. Elle dit peut-être que nous, féministes des années 60-70, on avait cette liberté, c'était une explosion totale de liberté. Je ne sais pas si les gens ont été plus libres que dans les années 70. Je ne sais pas si on a plus baisé que dans les années 70. J'ai presque envie de dire, si tu n'as pas baisé dans les années 70, tu baiseras jamais de ta vie. Si tu avais 20 ans dans les années 70 et tu n'as pas baisé, tu ne baiseras jamais de ta vie. C'était open bar, le bar s'est fermé depuis, mais en tout cas, cette période, c'était le moment de t'éclater. Si on me dit, si je croyais en la réincarnation, on me dit, l'observateur, tu meurs et on te dit de choisir une date de naissance. Je choisis 1950, direct, pour avoir 20 ans en 1970. Vous imaginez un peu ce monde. Liberté sexuelle totale. Pas de sida, parce qu'à cette époque, le sida, les maladies sexuellement transmissibles, c'était moins un sujet. Il y avait d'autres maladies, mais rien de mortel. C'est vraiment le sida qui a tout fait péter. Le sida, dans les années 90, c'est la première fois qu'on s'est dit le sexe tue. Tu peux baiser et mourir, tu vois. Et ça a ralenti beaucoup de choses. Ça a cassé beaucoup de libido. Tu te dis, tremper mon petit truc dans un vagin peut me condamner à mort. Mentalement, tu changes quand même. Donc, les années 70, open bar, peu ou pas de maladie, pas le sida en tout cas, des gonzesses libres, prêtes à s'amuser, qui ont envie de s'éclater, des jeunes de la campagne qui débarquent à Paris, putain de bordel de merde. Date de naissance 1950, 20 ans en 70 et je meurs en 90, rien à branler. Je meurs à 40 ans, 90. Ce qui s'est passé après, c'est inintéressant de toute façon. À partir des années 90, la guerre du Golfe, tout le bordel, c'est là que c'est parti en couille. 2001, le 11 septembre, c'était niqué, il restait plus rien. Donc si t'as vécu 70, 90, t'as à peu près vécu tout ce qu'il y avait à vivre. Le seul petit défaut qu'on pourrait trouver au cinéma de Catherine Breillat, c'est peut-être la vulgarité. Voilà, dans le film que j'ai trouvé moins bon que Romance, une vraie jeune fille 1976 qui rapporte ou qui raconte un peu la sexualité d'une adolescente, ses fantasmes, ses désirs, on voit quand même pas mal les parties génitales. Ça me dérange un peu. Je me suis dit, il n'y avait pas besoin d'autant les montrer. À un moment, tu vois la jeune fille pisser. Y a une scène où elle se met des plumes dans le cul, où elle marche à 4 pattes. Bon, je me suis dit,
Je me suis dit, ça va loin quand même. En fait, oui, on a compris le message. On a compris, les femmes sont libérées, on l'a capté. Mais t'avais pas besoin d'aller aussi loin. Voilà, c'est la seule chose. Je dirais qu'elle aurait pu faire passer le même message avec un peu moins de vulgarité. Pourquoi pas, la subversion comme ça, saupoudrée dans un film, ça peut faire bien. Mais quand on a trop... le sentiment que j'ai eu, c'est de dire, j'ai pas vu le film en entier, ça m'a fatigué, ça m'a saoulé. Je me suis dit, c'est bon, on a compris. Voilà, t'es subversive, j'ai compris. T'as envie d'être subversive, mais une fois qu'on a compris, t'arrêtes. C'est bon, t'as pas besoin de tartiner ça du début à la fin. C'est le seul côté, le point négatif de son cinéma. Ça peut être un peu pénible à regarder, malgré l'intérêt du fond. Par contre, le point fort de ce cinéma, vous allez trouver que je me répète 1 million de fois, mais ça permet d'accentuer les idées. Un rappel ne fait jamais de mal. Le point fort, c'est que les femmes sont des femmes avec leurs qualités, donc sensuelles, sexuelles, mais aussi avec leurs défauts, indécises, pas toujours sûres de leurs fantasmes. Un coup elles veulent, un coup elles veulent pas. Dans Romance d'ailleurs, il y a une scène très intéressante où la protagoniste provoque un mec dans les escaliers, elle le regarde comme ça avec désir, puis le mec l'emmène dans une cage d'escalier, il fait ce qu'il a à faire et à la fin elle se sent sale. C'était limite une scène de viol en fait, parce que en cours de chemin, en gros, elle a changé d'avis. Elle voulait, elle l'a provoqué et elle a un peu changé d'avis. Et ça, c'est les femmes. C'est les femmes. Donc voilà, une provoque finit par un acte regrettable et voilà, elle se sent sale, souillée, etc. C'est un peu tout cet espace compliqué à comprendre que les féministes ont simplifié malheureusement. Les féministes ont du mal à comprendre le désir. Et c'est peut-être cette complexité du désir qui fait qu'on a autant de cas de viol. C'est vrai que ça peut paraître compliqué à comprendre, mais pour les hommes qui m'écoutent, qui ont peu ou pas d'expérience avec les femmes, ça peut arriver. Une femme peut vouloir, puis ne plus vouloir. Elle peut vouloir avant d'aller chez vous, puis elle peut ne plus vouloir en étant chez vous. Et c'est à vous d'avoir la subtilité de comprendre ce qui s'est passé, de pourquoi elle a changé d'avis. Typiquement une anecdote, je vais vous raconter une anecdote de l'une de mes ex, c'est elle qui m'a raconté ça. Elle me dit, j'avais rencontré un mec dans un bar, le mec était flic, je crois, il était policier. Elle me dit, il me plaît, ça se galoche, et puis elle va chez lui. Elle me dit, j'arrive, à ce moment-là, elle voulait. À ce moment-là, elle était prête pour l'acte sexuel, c'est pour ça qu'elle est allée chez lui. Elle me dit, j'arrive, l'appart, c'est le truc le plus dégueulasse qu'elle a jamais vu de sa vie. Il y avait de la vaisselle, mais genre des 15 derniers jours, un matelas par terre, de la bouffe par terre, ça sentait mauvais, c'était sale. Elle me dit, j'ai démouillé direct. Elle avait plus envie. Parce que oui, comme pour les hommes, il y a des choses qui peuvent faire débander, pour les femmes aussi, il y a des choses qui font démouiller. Et voilà comment une femme qui voulait ardemment, intensément, change d'avis en arrivant chez le gars et en voyant l'état de l'appart, la saleté, le matelas par terre. Et à ce moment-là, elle rentre chez elle. Elle lui dit, je peux pas, excuse-moi, je suis désolé. Elle a pris un taxi, elle est rentrée chez elle. Donc si le gars avait forcé en disant non non t'es venu chez moi c'est toi qui as voulu etc, ça serait passé dans la catégorie viol. Il aurait dit elle voulait, on était dans le bar, s'il y avait des caméras dans le bar on aurait filmé, regardez elle est en train de l'embrasser etc. Comment expliquer que c'est un viol? Si, parce qu'en cours de chemin elle a changé d'avis, elle est arrivée, elle a vu l'appart dégueulasse, ça l'a refroidi, elle a dit non pas là tout de suite, je veux pas. Et voilà les subtilités qu'on connaissait avant et que le puritanisme américain a complètement fait disparaître. Voilà, maintenant c'est bien, c'est mal, c'est blanc, c'est noir, tu veux pas. Les choses ont été simplifiées et on a oublié que l'humain c'est un truc complexe quoi. L'humain c'est un putain de si on essaie de comprendre ce qui se passe dans la tête d'une femme, l'homme est un peu plus rationnel on va dire, mais dans la tête d'une femme, il se passe beaucoup de choses, tu vois. Un homme, ça peut débander, mais c'est rare, tu vois. Moi, j'arrive, il y a une femme qui me plaît, il se passe quelque chose dans un bar, on se galoche, etc. Je vais chez elle, même si c'est dégueulasse. Ça m'était déjà arrivé, j'arrive, il y avait des boîtes de KFC par terre, c'était une anglaise, c'était dégueulasse chez elle. Dégueulasse. Une espèce de boîte de KFC. Le burger, il a dû être fini il y a 2-3 jours, il était encore sur sa table de nuit à côté du lit. Ça m'a pas fait débander. J'y suis allé quand même.
Parce que l'homme étant ce qu'il est, la testostérone, l'envie, c'est pas une chambre un peu mal rangée qui va me dégoûter ou du moins qui va me faire débander. Les femmes fonctionnent autrement, on va dire. T'as des aventurières qui vont y aller malgré tout. T'as des femmes qui, en réalisant que tu vis dans un taudis, vont changer d'avis. Et c'est dans ce sens-là que je dis qu'il y a beaucoup d'indécision chez les femmes. Le désir est compliqué chez les femmes. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit très bien dans Romance avec Rocco Siffredi. C'est incroyable. C'est quelque chose qu'on voit du début à la fin. En gros, elle vous raconte ce qu'il se passe dans la tête d'une femme. Venant d'une réalisatrice femme, ça donne un film qui est assez réaliste sur le sujet. Et c'est dans ce sens que Catherine Breillat dit dans cet article, c'est l'histoire du désir, c'est l'histoire de l'humanité. Et elle continue dans cet entretien en disant qu'il faut toujours défendre le désir contre les gens qui se prétendent moralistes et qui pensent tout savoir sur la vertu. Et elle ajoute, la survie de l'espèce humaine dépend du désir. Et en disant ça, vous avez compris qu'elle vise le néo-féminisme, ce nouveau féminisme 2.0 qui a importé le puritanisme américain en France. Un puritanisme qui rend suspicieuse toute interaction entre hommes et femmes et l'espace du doute disparaît. L'espace du peut-être, l'espace du peut-être oui, peut-être non, l'espace du je voulais mais je veux plus, l'espace du je veux plus mais maintenant je veux. Et si l'espace du peut-être disparaît, le désir n'est plus possible. Si tu ne peux parler et approcher que les femmes qui t'ont donné un consentement formel, il n'y a plus de désir. Parce que le désir naît de quoi? Il naît du flirt, il naît de la drague, il naît de la séduction, il naît des taquineries, des moqueries, des résistances, des femmes qui te disent non, puis oui, ou peut-être même oui, puis non. C'est toute cette bataille qui se passe, toute cette lutte qui se passe entre deux individus qui se rencontrent et le désir qui naît potentiellement entre les deux, qui fait qu'à un moment, il y a un acte qui se passe. Si vous voulez, l'acte, c'est pas le début, c'est la fin. C'est l'aboutissement. Il y a toute une montée en tension qui vient du fantasme, de l'envie, du désir, des doutes, des questionnements, des peut-être. Et l'acte sexuel fait exploser toute cette tension, toute cette construction de tension explose par l'acte sexuel. Et si on interdit tout ça, c'est-à-dire que tu ne peux parler qu'à une femme qui t'a donné son consentement, tu ne peux draguer, approcher, séduire que les femmes qui t'ont donné un consentement formel, c'est fini. C'est la fin de l'humanité, c'est terminé. Les femmes vont se faire chier parce qu'elles aiment bien ce petit côté taquin, joueur, peut-être, peut-être pas, essaye encore, je veux pas, tente ta chance, je sais pas, je vais te recaler, mais peut-être que demain matin ça va changer. Tout ce truc-là, ce jeu, ça les amuse, c'est très divertissant pour les femmes, voir ces hommes les aborder, se fracasser, tenter, réussir. Pour elles, c'est jouissif. Et pour moi, il n'y a rien de plus jouissif qu'une femme qui en a conscience. Une de mes ex, vous allez me dire, t'en as beaucoup, l'Observateur, ça fait beaucoup d'histoires. Mais en fait, oui, j'en ai beaucoup. Et elle m'avait dit, je l'avais ramenée chez moi, on s'était rencontrés à une soirée, et quand on a fait la chose, elle me regarde et elle me dit, t'as l'air tout fier, t'es content de ton coup? Et moi, je rigole. J'ai compris ce qu'elle voulait dire. En gros, elle avait intellectualisé le fait que je la draguais. En fait, elle avait suivi tout le processus depuis le début. Moi qui faisais le malin avec les nègres, les taquineries, les machins, les trucs, je pensais qu'elle voyait pas ma stratégie de drague. Mais en fait, elle avait tout intellectualisé. Elle avait tout vu et tout compris jusqu'au moment où elle est arrivée chez moi. Et quand on l'a fait, elle me dit, bon, t'as réussi, quoi. Ta stratégie a marché. T'es content? T'es satisfait avec ton grand sourire? Et c'est ça la séduction, c'est tout ce jeu qui se finit par une rigolade, et il faut que ça finisse en rigolade. Les gens prennent le sexe trop au sérieux. C'est devenu un truc assez lourd dans nos sociétés, alors que le sexe, à la base, c'est de la rigolade. C'est un jeu de séduction, c'est la cour, hein, c'est la danse, c'est le pan qui déploie sa queue colorée pour séduire sa partenaire, et l'aboutissement, c'est le sexe. Et ça doit toujours être une franche rigolade à la fin. La femme s'est fait attraper. Elle est tombée dans le piège du séducteur. Et puis voilà, c'est ça la vie, c'est ça le désir. Ensuite, Catherine Breillat nous dit un truc
très intéressant dans cet entretien. Elle nous dit que les femmes se détestent entre elles. Et je la cite: si j'avais été un homme, j'aurais pu faire 30 films, le double de ceux que j'ai réalisés. Et il faut parfois dire que même au sein du féminisme, les femmes n'aident pas, parce que lorsque j'ai fait Romance, donc son film avec Rocco Siffredi, Françoise Giroud, journaliste et ancienne ministre de la Culture, considérée comme très féministe, a dit que je ne devrais plus faire de films. Je me suis senti pressé comme un citron, a affirmé Breya lors d'une rencontre à la Filmothèque avec un groupe de journalistes. J'avais parlé de ce sujet dans une vidéo où je racontais l'aventure de cette Britannique qui avait créé une entreprise exclusivement réservée aux femmes, en disant que je fais ça pour le female empowerment, pour le pouvoir des femmes, pour aider les femmes à gagner en pouvoir. Et son entreprise a fini en fiasco. Ça s'est terminé à coups de bagarre dans les chiottes, à coups de sac à main dans la gueule. C'était une catastrophe. Cette entreprise qui ne fait travailler que les femmes, entre l'absentéisme, les règles douloureuses, les bagarres, les ragots, les méchancetés, c'était une catastrophe. Elle a même perdu sa maison qu'elle avait hypothéquée pour créer cette entreprise. D'ailleurs, vous aurez remarqué que sororité est un mot assez lourd à employer. On emploie fraternité assez facilement, mais sororité, c'est quelque chose d'assez lourd dans le vocabulaire. Ça ne glisse pas. C'est pas un mot que tu sors comme ça dans une discussion. Ah, ça serait bien plus de sororité. D'ailleurs, je me dis qu'à ce rythme, peut-être qu'on va changer la devise de la France. Ça sera plus liberté, égalité, fraternité. Ce sera liberté, égalité, fraternité, sororité. À ce rythme, pourquoi pas? On n'est plus à une connerie près. Sauf que je pense que même si on change les devises et qu'on essaye d'imposer des mots et une espèce de novlangue, les gens continueront à utiliser fraternité. Fraternité est un mot fort dans l'inconscient collectif. Sororité, c'est un mot qui existe mais que personne n'emploie. Parce que la réalité des relations entre les femmes, c'est qu'elles se détestent. Les femmes sont terribles entre elles. Ça, c'est un truc que m'avait avoué un jour une copine. Elle me dit, lorsqu'on s'habille, qu'on se maquille, on le fait plus pour les autres femmes que pour les hommes. Et moi, à l'époque, j'étais plus jeune. Je la regarde, je dis, c'est quoi le délire? Vous êtes lesbienne? C'est quoi le projet? Elle me dit, mais non, t'es con, c'est pas ça. C'est qu'en fait, les hommes sont plus cléments. C'est-à-dire qu'il n'en faut pas de beaucoup pour attirer un homme. Voilà, une femme, une fille bien foutue, pour peu qu'elle soit jeune, elle met un jean qui lui va bien, qui lui moule un peu le cul, c'est bon. C'est suffisant pour un homme, on n'a pas besoin de tonnes de maquillage. Et la raison pour laquelle elles se maquillent, surmaquillent, se coiffent, font attention aux moindres détails, c'est souvent pour éviter le regard des autres femmes, ou plutôt pour éviter la critique des autres femmes, et pas de celui des hommes. Encore une fois, les hommes sont basiques. Une nénette à peu près potable te fera bander. Elle n'a pas besoin de faire un truc de clown sur son visage. Elle n'a pas besoin de mettre 5 mm d'épaisseur de mascara, de fond de teint et de conneries. À peu près potable, ça te va, c'est suffisant. Et beaucoup de femmes ont plus peur du regard des autres femmes que du regard des hommes. C'est ça qui est compétitif en fait. La compétition, c'est avec les autres femmes. Parce que les femmes entre elles, ça parle, elles sont bitchy, elles sont pétasses entre elles. Ça gossip, ça critique, ça se moque. C'est un truc très féminin en fait. D'ailleurs, il n'y a pas d'équivalent de bitchy. En traduction littérale, ça veut dire pétasse, mais ça n'a rien à voir avec la prostitution. Ça veut dire ce comportement un peu de ragot, de méchanceté, de rapporter des histoires, raconter des histoires. C'est ça, bitchy. Et il n'y a pas d'équivalent masculin, parce que les hommes ne font pas ça. Il n'y a pas un homme bitchy, sauf s'il est homo, peut-être. Voilà, s'il est homo avec une grande proportion de F, comme dirait Otto Weininger, parce que même chez les homos, il y a un spectre. Il y a des homos très virils, tu ne peux même pas distinguer qu'il est homo, voilà, c'est un homme, il a juste une tendance homosexuelle. Et tu as des homos, ça tend vers la cageophole, un peu plus maniérés. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Tu as des homos un peu plus maniérés. Et eux vont avoir tendance à être aussi bitchy, comme les femmes. Et j'ai trouvé ça très intéressant qu'elle en parle dans cet article. Elle soulève, elle rappelle quand même que les difficultés qu'elle a rencontrées dans son travail, c'est pas venu des hommes. La critique la plus insultante, la plus méchante, c'est venu de l'ancienne ministre de la Culture française,
Françoise Giroud, que je ne connais pas, mais c'est elle qui a mentionné le nom dans cet article, qui a dit qu'elle ne devrait plus faire de films. Pour les féministes qui m'écoutent et qui parlent de solidarité féminine, voilà ce que ça donne. J'ai même envie de dire que ça n'existe pas. Ou du moins, c'est rare, on va dire. Ensuite vient la partie où la cinéaste nous parle des dérives du néo-féminisme. Et écoutez bien ce que nous dit Catherine Breillat, que je vais citer littéralement, je vais lire ce qu'elle dit dans cet article. Beaucoup de féministes sont très hystériques. Moi, je me considère comme très féministe. Pour moi, le féminisme, c'est avoir les mêmes droits. Et je suis contre une grande partie du féminisme actuel qui défend un rigorisme moral, une pensée unique. Et c'est du fascisme. On est en train de créer une génération de femmes pour qu'elles détestent les hommes. J'aime les hommes et on m'a reproché dans mes films précédents d'exagérer les défauts des hommes. Mais ce que je racontais dans mes films m'est arrivé ou à des gens que je connaissais parce que j'ai peu d'imagination. Il faut arrêter de dire que tous les réalisateurs sont des violeurs ou des prédateurs. Il y a une culpabilité hystérique. Et j'ai trouvé cette partie très intéressante et très juste, et encore plus juste venant d'une féministe, qui nous dit « On est en train de créer une génération de femmes pour qu'elles détestent les hommes ». Et au travers de ça, on peut comprendre l'évolution du féminisme, parce que les gens parlent de féminisme d'une façon générale, mais en réalité, il y a des féminismes. Et le féminisme n'a jamais commencé comme ça. Il n'a jamais ressemblé à ce qu'il est aujourd'hui. Et j'ai envie de dire qu'on est passé d'un féminisme pour à un féminisme contre. Je m'explique. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez me dire, c'est quoi ce truc? Un féminisme pour et un féminisme contre. Le féminisme pour moi, c'est le féminisme des suffragettes. Le féminisme qui commence vers le milieu du 19e siècle, en 1848 pour être précis. C'est la date de la première convention pour les droits des femmes à New York, où les féministes réclamaient des droits. Elles étaient pour des droits, sans aucun rapport ni avec le patriarcat, ni avec la masculinité toxique, ni avec les hommes d'une façon générale. D'ailleurs, c'est ce même patriarcat qui a accordé des droits aux femmes. Pour rappel, à l'époque, les hommes avaient le pouvoir. Donc, ceux qui ont voté pour que les femmes aient le droit de voter sont des hommes. Ceux qui ont voté pour que les femmes aient le droit de travailler comme les hommes et dans les mêmes emplois, c'est des hommes. C'est-à-dire que c'est une assemblée d'hommes qui a voté, donc assemblée d'hommes patriarches, bien masculins, bien virils et bien toxiques pour les féministes d'aujourd'hui, c'est une assemblée d'hommes qui s'est mise autour de la table et qui a dit « on va donner aux femmes le droit de voter ». Il faut bien comprendre que ces droits n'auraient jamais été octroyés si ces hommes étaient si terribles qu'on le dit. Et les droits des suffragettes, c'était des droits civiques assez basiques en fait. Il n'y avait rien d'extraordinaire et c'est pas surprenant que ces droits eussent été octroyés. Le droit de vote, par exemple, les femmes réclamaient tout simplement le droit de participer à la vie politique. L'égalité politique, donc pas uniquement le droit de voter, mais aussi le droit de représenter, le droit de se présenter aux élections, le droit d'occuper des fonctions publiques, d'occuper des fonctions politiques. Elle réclamait des réformes sociales, notamment le droit à la propriété, à la gestion de leurs propres biens. Faut comprendre que là, on parle d'une époque où les femmes n'avaient pas le droit d'avoir un compte bancaire, n'avaient pas le droit de posséder une terre, une maison. Tout ça, c'était des droits qu'on octroyait aux hommes. Donc la réclamation, l'une des réclamations, c'était de dire, moi aussi, je veux un compte bancaire, je veux une maison. Une égalité économique aussi, ça faisait partie des réclamations des suffragettes, y compris une égalité des salaires équitables pour les mêmes métiers, de meilleures conditions de travail pour les femmes, et aussi l'accès à toutes les professions. Certaines professions n'étaient pas ouvertes aux femmes. Autre revendication importante, l'éducation et les opportunités professionnelles. Donc le droit et la possibilité des femmes d'accéder à l'éducation, aux universités, aux formations les plus prestigieuses qui étaient réservées aux hommes. Donc jusque-là, il n'y a rien de déconnant en fait. Le combat des suffragettes et des féministes de la première heure, c'était un combat pour. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y avait pas d'ennemis identifiés.
L'homme n'était pas identifié comme ennemi. Ce qui était visé, c'était le système qui ne leur permettait pas de travailler, de voter, de faire des études, d'avoir un compte bancaire, etc. Il n'y avait pas d'ennemi identifié comme le masculin toxique ou le patriarche ou le violeur agresseur. Il n'y avait rien de tout ça. Et encore une fois, comme les femmes n'avaient pas le pouvoir à l'époque, n'avaient aucun pouvoir, ces droits ont été votés et acceptés par les hommes, par le patriarcat. Le patriarche traditionnel et conservateur a jugé utile et a voté pour que sa fille puisse aller à l'université, pour que sa fille puisse occuper tel et tel emploi. C'est le patriarche qui a octroyé ces droits, suite à une lutte des femmes qui a déclenché la chose, bien sûr. Mais à la base, c'est eux qui ont dit oui à tout ça, parce que les hommes, c'est pas des monstres, faut arrêter de déconner. Ils ont des femmes, ils ont des filles, et forcément, ils ont vu que c'était quelque chose de logique. C'était pas non plus déconnant, c'est une évolution naturelle qui se serait faite de toute façon, même sans la révolte des suffragettes. Il y a des pays, par exemple, comme la Turquie, où ces droits ont été octroyés sans qu'il y ait de combat particulier. Les femmes ont eu le droit de voter en Turquie, pays musulman, avant la France. Pourtant, il n'y a pas de mouvement féministe extraordinaire en Turquie. Pourtant, la Turquie a eu ou a octroyé le droit de voter aux femmes avant la France. Donc, je pense que ces choses-là se seraient faites de manière organique de toute façon. Peut-être que le mouvement féministe a accéléré les choses, mais ça se serait fait en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est comme les gens qui disent la Révolution française a octroyé des pouvoirs, on a fait couler le sang, c'est comme ça que les choses ont changé. Ben non, il y a des pays comme la Norvège, la Suède, le Danemark, il n'y a jamais eu de décapitation du roi, ils ont égorgé personne, ils n'ont pas fait la guerre civile pendant je ne sais combien d'années, ils n'ont pas eu Napoléon, ils n'ont pas fait la guerre à la terre entière. Est-ce que le Danemark est moins démocratique que la France ? Non. Donc finalement, vous réaliserez que c'est la marche naturelle des choses et bien souvent, on arrive au même résultat sans violence. Est-ce que la France serait un grand pays démocratique sans avoir décapité le roi ? Oui, comme l'Angleterre. On serait juste une monarchie constitutionnelle comme la plupart des monarchies européennes. On aurait eu à peu près la même chose sans faire couler le sang. En tout cas, c'est ma conviction. Et la chose intéressante avec les suffragettes, c'était des femmes traditionnelles. C'est aussi une grande différence avec les féministes 2.0. C'est que la suffragette, c'est une mère, souvent mère au foyer, elle fait la cuisine, elle s'occupe de ses enfants, elle aime son mari. C'est une époque où les gens restaient mariés très longtemps, ils faisaient des enfants, il n'y avait pas de tension particulière entre les hommes et les femmes. Comme quoi, une lutte féministe n'est pas incompatible avec la tradition et la famille. T'as pas besoin de te couper les cheveux, de les teindre en bleu, de te foutre des piercings partout pour être féministe. Tu peux être élégante, belle, avoir une famille, des enfants, aimer ton mari et être féministe. L'un n'empêche pas l'autre. La particularité des féministes 2.0, c'est qu'elles ont apporté une certaine laideur. Il y a une laideur dans ce combat. Il est laid. Quand tu regardes des photos, d'anciennes photos des suffragettes manifester, je trouve que c'était plutôt beau en fait. C'est assez élégant, tu vois. Elles ont des robes, des chapeaux. Elles sont belles, elles sont élégantes. C'est des femmes, tu vois. C'est des femmes qui marchent et qui réclament des choses. Tu regardes une manif féministe aujourd'hui, ça part dans tous les sens. Et en plus, il y a une espèce de mélange des genres féministes, LGBTQ+, woke, les couleurs, les cheveux bleus, les t-shirts, les plumes dans le cul. Ça n'a ni queue ni tête, ça ressemble plus à rien. C'est-à-dire que même esthétiquement, on a perdu en qualité. On est passé de la femme en robe avec son chapeau pour se protéger le visage du soleil qui parade dans la rue, t'aimes pas, mais en tout cas c'était élégant, à une espèce de manifestation complètement sauvage avec des grognasses. Bref, vous connaissez mon avis sur la question. Puis on est passé à un féminisme plus agressif qui est le féminisme contre quelque chose. Les féministes 2.0 ne réclament plus rien en fait. Vous aurez remarqué qu'elles font juste rejeter, elles sont contre tout. Elles ont identifié l'homme comme ennemi, l'homme qu'elles ont défini maintenant comme violeur, agresseur, harceleur, etc. Elles rejettent leur propre féminité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dire à une féministe 2.0 t'es belle, t'es élégante, t'es... Non, elle c'est un bonhomme. Il faut lui dire t'es comme moi, t'es un bonhomme, viens on va descendre des bières. Ramène
Ramène tes cheveux bleus, on va aller boire. Et la figure de proue de ce féminisme, celle qui a développé les bases théoriques, c'est pas la seule, mais on va dire l'une des principales qui a quand même beaucoup parlé et beaucoup écrit, c'est Simone de Beauvoir. Et il faut comprendre qu'avec ce féminisme 2.0, on est passé à quelque chose de catégoriquement différent. On n'est plus chez les suffragettes en robe et en chapeau, c'est fini. Là, on est dans le cadre d'une femme qui rejette sa propre féminité. Simone de Beauvoir a la particularité d'être une femme qui se déteste elle-même. Elle déteste son état de femme. Et je vais vous lire un extrait de son livre Le deuxième sexe pour qu'on soit ensemble dans la tête de Simone de Beauvoir et qu'on essaye de saisir un peu ce qu'elle pense. Voilà ce qu'elle nous dit, ouvrez les guillemets. La femme, dès qu'elle prend conscience de son corps, sent qu'il lui échappe, que c'est un objet passif, soumis à des volontés étrangères, à une fatalité étrangère. Dans la puberté, ce corps qui se développe saigne, est douloureux, lui apparaît comme une sorte de malédiction. Il devient lourd, embarrassant, maladroit. Elle se sent prisonnière de cette chair dont elle n'est pas responsable et qui se livre à des influences menaçantes. Là, t'as l'impression qu'elle nous parle de la guerre. Là, t'as l'impression qu'elle nous parle de la guerre du Vietnam. C'est atroce ce qu'elle dit. En fait, elle parle juste du corps de la femme qui change. Ce qu'elle vient de décrire, en fait, Simone de Beauvoir, c'est l'adolescence et l'apparition des premières menstruations. C'est tout, c'est la puberté. Elle décrit la puberté. Et elle décrit la puberté comme quelque chose d'atroce, comme quelque chose de laid. Quand elle parle des menstruations, elle dit « ce corps qui saigne, ce corps qui saigne, ce corps douloureux qui saigne ». Mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est tout, c'est l'adolescence. Tu as le corps qui change. Tu passes du corps d'une petite fille au corps d'une femme avec une explosion d'hormones. C'est la nature. Qu'est-ce qui t'arrive? Et c'est là où tu comprends que Simone de Beauvoir était victime d'une maladie mentale. Ça doit avoir un nom. Si dans mon audience, il y a des gens qui ont fait de la psychologie ou de la psychiatrie, une femme qui rejette son corps, ça doit avoir un nom. En fait, elle aurait aimé être un homme. C'est ça qu'il faut comprendre avec Simone de Beauvoir. C'est-à-dire que son livre, Le deuxième sexe, c'était un peu sa thérapie. Elle a exprimé dans ce livre sa maladie mentale, une maladie qui consiste à détester être une femme, et elle a généralisé ça. Elle a expliqué que se sentir mal lorsqu'on a les seins qui poussent, les hanches qui se déforment, les règles qui commencent, le corps qui change, c'est atroce, c'est monstrueux, c'est catastrophique pour la femme. Mais non, Simone, toi, pour des raisons qui t'appartiennent, t'as eu une adolescence de merde, mais c'est ton problème. Ne parasite pas le cerveau de toutes les petites filles avec ta diarrhée. Il y a des femmes qui ont vu leur corps changer, qui ont vu les seins pousser, le cul sortir, les hanches sortir, se déformer, prendre des courbures et qui étaient au paradis. Il y a des femmes qui étaient heureuses de devenir femmes. Penser que toutes les femmes ont détesté devenir femmes, c'est une erreur, c'est un mensonge, c'est de la manipulation. Toi, Simone, avec ta dégaine de bonhomme, t'as peut-être détesté devenir une femme. Peut-être qu'il y a aussi des choses à chercher dans l'enfance. Peut-être que son père aurait voulu avoir un garçon, qu'il l'a traité comme un garçon. J'en sais rien ce qui s'est passé dans sa vie. Vous savez, c'est ces familles bourgeoises derrière les murs, les portes fermées. Je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être que son père l'a tripoté, peut-être qu'un oncle, il y a des cas d'inceste, des problèmes psychologiques dans les familles françaises. Surtout, là, on est dans les années 50, 60. Il s'est passé des choses dans sa vie, certainement, pour pondre un truc pareil. Et l'erreur, mais je pense que c'est une erreur qui sera corrigée avec le temps, l'erreur c'est d'avoir fait d'une détraquée mentale une égérie. On l'a invité sur les plateaux télé pour parler de son livre, en expliquant que le corps de la femme qui change c'est une catastrophe, alors que à la base c'est une déséquilibrée qui raconte son traumatisme. On aurait dû la psychanalyser. Moi, Simone de Beauvoir, elle m'aurait raconté ça, je lui aurais demandé d'aller consulter. Je lui aurais donné un Xanax en attendant pour qu'elle dorme, pour qu'elle ferme sa gueule, et je l'aurais envoyé consulter. Qu'est-ce que tu me racontes, le corps qui souffre, qui lui échappe? Vous imaginez, on a mis ça dans la tête des gamines de toute une génération. Elle appelle ça une malédiction. Il apparaît comme une sorte de malédiction, en parlant du corps qui change, du corps qui se développe, qui saigne, qui est douloureux. On est où là? On est où, Simone? Qu'est-ce qui t'arrive, Simone?
Deux tartes dans ta gueule, file dans ta chambre. Le problème, c'est qu'on l'a invité. On l'a invité sur les plateaux télé. C'est ça le problème. En fait, des fous, il y en a eu de tout temps. Des gens qui ont écrit des dingueries. Sauf qu'on leur a jamais donné la parole. Là, on leur a donné la parole. Et voilà comment ils ont pondu des trucs qui ont influencé des générations entières. Et jusqu'à aujourd'hui, la Simone, elle continue à influencer des générations de femmes. Et vous comprenez que ce féminisme 2.0, il vient de là. Toutes les féministes extrémistes pensent comme Simone de Beauvoir. Le corps d'une femme qui change, c'est une catastrophe, c'est terrible, c'est pas beau, c'est... Ah non, c'est la vie, c'est tout. Qu'est-ce qui vous arrive? Elle décrit la féminité comme une atrocité. Le fantasme de Simone de Beauvoir, vous savez, mon fantasme, c'est d'être né dans les années 50 pour piner dans les années 70. Le fantasme de Simone de Beauvoir, c'est d'être un homme. Voilà. Elle aurait voulu naître homme. Elle aurait voulu être un petit garçon. Et ça va même plus loin, pour vous dire à quel point là, on est en terrasse. Ça va plus loin, parce qu'elle décrit l'acte sexuel, le premier acte sexuel, consenti, comme un viol. Elle décrit tout acte sexuel pour une femme, quel qu'il soit, le premier, elle le décrit comme un viol. Et voilà ce qu'elle nous dit, ouvrez les guillemets, l'acte sexuel est pour la femme une déchirure violente. Et c'est pourquoi il peut paraître atroce. Et il y a des femmes qui ne se remettront jamais de cette première atteinte. Elles resteront frigides toute leur vie, ne trouvant aucun plaisir dans la pénétration. Je vous avais dit qu'on était en terrasse. Là, elle parle de l'acte sexuel pour la femme qui est une déchirure violente. On parle de l'acte sexuel consenti. Ceux qui prennent cette phrase hors contexte, ils peuvent penser qu'on parle d'un viol. Non, Simone, elle parle d'un acte consenti. Voilà, t'es avec ton copain, t'es une femme, t'es avec ton mari, ton conjoint, peu importe. Et elle te dit que l'acte sexuel est une déchirure. Et je pense qu'elle parlait en particulier du premier, le déflorage, celui où tu perds ta virginité. Il peut paraître atroce. Il y a des femmes qui ne se remettent jamais de cette première atteinte. Alors, là encore une fois, Simone, elle raconte encore son expérience. Je suis certain qu'elle a trouvé cet acte atroce, qu'elle est devenue frigide et qu'elle ne ressent aucun plaisir dans la pénétration. Mais Simone, ne généralise pas. Il y a plein de femmes qui kiffent le sexe et qui pourraient le faire 20 fois par jour. C'est pas parce que toi, t'as eu une mauvaise expérience, je sais pas avec qui, encore une fois, hein, je suspecte l'inceste ou une saloperie qui s'est passée dans sa famille, j'en sais rien. C'est des hypothèses, hein, je ne sais pas. Mais pour être autant flingué, il s'est passé quelque chose. Pour ne pas te remettre d'un acte sexuel et pour que ça te transforme en femme frigide, c'est-à-dire qui ne peut plus ressentir de plaisir pour le restant de tes jours, ça c'est un traumatisme. Ça ressemble à un viol dans l'enfance, un traumatisme, un inceste, un oncle qui t'a tripoté ou ton père, j'en sais rien. Mais ce niveau de traumatisme, ce n'est pas normal, Simone. Même les femmes qui ont eu des premières fois moyennes, et la première fois c'est jamais la fête du slip, hein, voilà, le premier acte sexuel quand tu perds ta virginité, c'est jamais génial. Ou c'est très très rarement génial, ça tout le monde le sait, voilà, c'est moyen, ceux qui ont eu leur premier rapport sexuel à 17 ans, 18 ans, 19 ans, j'en sais rien, bon, c'est pas extraordinaire, mais les gens s'en remettent, ils prennent ça pour une première expérience, ça te marque, la première femme ou le premier homme que tu rencontres, ben, oui, ça te marque à vie, peut-être plus pour les femmes, parce qu'il y a un côté symbolique, il y a la perte de la virginité, il y a le côté saignement, etc., donc c'est peut-être plus marquant pour une femme que pour un homme, mais tu t'en remets, quoi. Là, il y a un côté dramatique dans ce texte. Il y a des femmes qui ne se remettront jamais de cette première atteinte. Elles resteront frigides toute leur vie, ne trouvant aucun plaisir dans la pénétration. Non, Simone, on t'a fait quelque... Je devrais pas rire. Simone, on t'a fait quelque chose. On t'a fait quelque chose. Moi, je pense qu'il aurait dû avoir un livre après celui-ci pour expliquer ce qui t'est arrivé. Non, c'est pas... Voilà. Ça, c'est tes problèmes à toi. C'est ton truc à toi, c'est ta vie à toi, il s'est passé quelque chose chez toi, dans ta maison. Alors oui, peut-être que toi, t'es traumatisé, mais écrire un livre pour généraliser comme ça et dire à toutes les femmes du monde, parce que Simone de Beauvoir, c'est une star internationale, elle a influencé des femmes aux États-Unis, en Suède, partout dans le monde, hein. C'est vraiment une légende, c'est une légende chez nos amis aux cheveux bleus.
Et pour saisir le féminisme 2.0, il faut vraiment lire Simone de Beauvoir, parce que les gens ne réalisent pas à quel point c'est dérangé. T'as plein de femmes qui sont féministes, mais qui ne réalisent même pas à quel point le nouveau féminisme ou le néo-féminisme est quelque chose de complètement perché. Entre la femme qui déteste son corps qui change, qui déteste ses hanches, ses seins qui poussent, qui déteste son corps qui se métamorphose, qui déteste sa première fois, qui déteste le sexe et qui devient frigide à vie, bah c'est un tableau assez sombre, Simone. Encore une fois, moi je t'aurais donné un Xanax, file dans ta chambre. Hein. Va te soigner, n'écris pas des livres, va te soigner. Et c'est très intéressant parce que le combat du féminisme 2.0 ressemble beaucoup au combat des Black Lives Matter, par exemple. On a eu aux États-Unis une évolution dans le combat pour les droits civiques d'un combat pour à un combat contre. Un combat pour les droits civiques, pour obtenir des choses, des égalités évidentes, à un combat contre la police qui assassine tous les afrodescendants. Et ça, c'est une vraie évolution, en fait. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui touche tous les domaines, autant le féminisme que les problèmes des Afro-Américains aux États-Unis, où on a une vraie évolution dans tous les sens, même dans les dégaines. Tu regardes comment Malcolm X était habillé, tu regardes comment Mohamed Ali ou Cassius Clay étaient habillés, tu regardes comment Martin Luther King était habillé, c'était costard, chemise, propre sur eux, intello, ils savent parler. Tu regardes les Black Lives Matter maintenant, mais c'est ni fait ni à faire. Des pantalons qui tombent, les caleçons qui sortent, les casquettes, les tatouages, les chaînes en or, c'est n'importe quoi. Les mecs ne ressemblent plus à rien. Et encore une fois, le combat pour les droits civiques aux États-Unis, c'était pas ça, c'était autre chose. C'est quelque chose qui commence par un combat légitime et digne. Et pour résumer le combat pour les droits civiques aux États-Unis, ça commence en 1955 à Montgomery, en Alabama, avec Rosa Parks, une couturière afro-américaine de 42 ans, qui prend le bus après son travail et qui provoque un incident qui déclenche une grève et une révolte aux États-Unis. Pour le contexte, il faut savoir que les États-Unis appliquaient la loi de la ségrégation, c'est-à-dire que les bus sont soumis à des lois de ségrégation. Les Noirs doivent s'asseoir à l'arrière et céder leur place aux Blancs qui, eux, peuvent se mettre à l'avant du bus. Ce jour-là, Rosa Parks s'assoit dans la section colorée, donc réservée aux Afro-Américains, et les sièges de devant se remplissent de blancs au fur et à mesure. Et le chauffeur demande à Rosa de se décaler pour céder la place, de se mettre encore plus au fond afin de céder la place à ces nouveaux blancs qui sont montés dans le bus. Rosa refuse, elle dit ça suffit, je bouge pas, je suis assise, moi je bouge pas, démerdez-vous. Elle est arrêtée pour violation des lois de ségrégation et cette arrestation provoque une réaction massive dans la communauté afro-américaine. Le soir même, E.D. Nixon et d'autres militants décident de lancer un boycott des bus de Montgomery. Martin Luther King, alors un jeune pasteur, rejoint ce combat et devient l'un des leaders du boycott. Le boycott dure quasiment un an, même plus, 381 jours plus exactement, où tous les Afro-Américains ont refusé de prendre les bus. Ils sont allés travailler à pied ou comme ils pouvaient. Et suite à ce boycott, ils ont obtenu une victoire légale. En novembre 56, la Cour suprême des États-Unis déclare que la ségrégation dans les bus publics est inconstitutionnelle et lève cette restriction, lève cette loi absurde. Et bien sûr, ce mouvement a déclenché un vent de liberté partout aux États-Unis. Les Afro-Américains ont pu accéder aux universités, aux mêmes chances, aux possibilités d'occuper les emplois qu'ils ne pouvaient pas à l'époque. Ça a été une révolution. Et historiquement, cette lutte a toujours été sur le plan des droits civiques. Encore une fois, ça n'a jamais été une lutte contre. Même pas contre les Blancs, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas cette idée d'une lutte contre le blanc raciste qu'il faut combattre. C'était une lutte pour que la loi change. C'est ça qui la rend intéressante. C'est une lutte pour que la loi change, pas pour que les Blancs aient moins de droits, moins de pouvoir. C'est pas pour enlever des choses à l'autre ou contre l'autre. C'était pour avoir les mêmes droits et supprimer des lois de ségrégation qui étaient inconstitutionnelles. Et paradoxalement, avec les Black Lives Matter, c'est que cette lutte n'est plus une lutte pour les droits, parce que vous aurez constaté qu'il n'y a plus de droits à obtenir.
Quand tu es afro-américain aux États-Unis aujourd'hui, il n'y a rien que tu n'as pas le droit de faire. Tu peux te présenter aux élections, tu peux monter un parti, tu peux travailler, tu peux avoir un business, il y a, sur le plan des droits civiques, il n'y a plus aucune loi de ségrégation en vigueur aux États-Unis. Comme pour le cas des féministes d'ailleurs, il n'y a plus aucune loi qui empêche les femmes de faire quoi que ce soit. Et donc c'est devenu une lutte contre. Les Black Lives Matter luttent contre la police raciste, contre la police blanche qui tue des Noirs ou qui soi-disant tue des Noirs, alors que les chiffres disent tout le contraire. C'est-à-dire que vous regardez les chiffres des homicides, les Afro-Américains ou les Afro-descendants sont majoritairement tués par d'autres Afro-descendants. Statistiquement, quand un Noir est tué aux États-Unis, dans 90% des cas, il l'est par un autre Noir. Statistiquement, et à 90% ou dans 90% des cas, quand un Afro-Américain est tué aux États-Unis, quel que soit le contexte, fusillade, meurtre, il l'est par un autre Afro-Américain. Et l'Amérique étant un pays qui permet les statistiques ethniques, on a des chiffres très précis pour ça. Donc on a les black on black homicide, donc les homicides où un Afro-Américain tue un autre Afro-Américain, qui représente 90% des cas, donc 88,9 plus précisément. On a les white on black, donc un blanc qui tue un noir, qui représente 8% des cas. On a les white on white, donc les blancs ou un blanc qui tue un blanc, qui représente 80% des cas. Et ce qu'on constate en réalité, c'est que chez les Afro-Américains, ça se passe dans la communauté. C'est des gens de la même ethnie qui se flinguent entre eux. Et chez les Blancs, pareil, 80% des Blancs sont tués par d'autres Blancs. Et la violence, on réalise qu'elle est au niveau de la même ethnie ou à l'intérieur de la même ethnie. Et c'est plutôt rassurant parce que ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il n'y a pas de guerre raciale. Contrairement à ce qu'une certaine gauche veut faire croire, peut-être aussi pour attiser la haine, monter les communautés les unes contre les autres, c'est une façon d'attiser la haine. Les statistiques nous disent tout autre chose. Les statistiques nous disent qu'il n'y a pas de conflit racial. Il n'y a pas de guerre raciale. Les conflits se passent dans la même ethnie, au sein de la même ethnie. Si tu es blanc, tu as 80% de chances de te faire tuer par un autre blanc et pas par un afro-descendant. Et si tu es afro-américain ou noir, tu as plus de chances de te faire tuer par quelqu'un qui te ressemble, donc un autre afro-américain, que par un blanc. Donc l'argument des Black Lives Matter, des blancs qui tuent des noirs, c'est une vue de l'esprit. Aucune statistique ne corrobore leurs arguments. Et pour moi, les Black Lives Matter, c'est aussi débile que le féminisme 2.0. En plus d'être moins élégant, beaucoup moins élégant que les premiers combats pour les droits civiques aux États-Unis, à tous les niveaux. L'élocution était meilleure, un Malcolm X parle mieux que n'importe quel petit jeune des Black Lives Matter, un Martin Luther King, un Mohamed Ali s'exprime mieux, s'habille mieux, parle mieux, marche mieux. Ils sont mieux en tout point de vue. Il y a vraiment eu une dégradation de la classe, de l'élocution, de l'éducation d'une façon générale. Le seul défaut, je dirais, qu'avaient les premiers Afro-Américains qui luttaient pour les droits civiques à l'époque, c'était leur tendance ou leur fantasme de l'islam. Ils avaient comme ça une espèce de fantasme qui consiste à dire que l'islam, c'est la vraie religion des Afro-Américains parce qu'ils sont africains, alors que, comme la majorité des musulmans, ils n'ont jamais lu leur texte. Quand Mohamed Ali, qui s'appelle Cassius Clay, dit « moi je deviens musulman parce que les blancs sont esclavagistes et moi je me sens plus proche de l'islam, etc. » Je ne sais pas s'il connaissait les hadiths qui parlent d'esclavage, les hadiths où le prophète insulte sa femme parce qu'elle a libéré un esclave. Je ne sais pas s'il connaissait tous ces hadiths, et certainement non. D'après vous, si Malcolm X connaissait le hadith que je vais vous lire. J'avais fait toute une vidéo au sujet de l'esclavage en islam avec Marie Lacopte. Si vraiment c'est un sujet qui vous intéresse, allez voir ma vidéo qui en parle. Et dans cette vidéo, je fais défiler des hadiths justement qui parlent de l'esclavage. Donc imaginez si Malcolm X avait lu le hadith Sahih authentique validé par Darussalam, c'est un hadith Sunan an-Nasa'i 4050 qui nous dit « Jarir rapportait les paroles du prophète ». Donc là c'est le prophète qui parle, le prophète de l'islam, salam alou, malalou, lalala, qui nous dit « Si un esclave s'enfuit, aucune prière, donc salat, ne sera acceptée de lui. Et s'il meurt,
il mourra comme un mécréant. Un esclave de Djarir s'est enfui. Il l'a attrapé et lui a tranché le cou, le tuant. Donc là, ce hadith nous dit que c'est le prophète de l'islam qui dit que si un esclave musulman, ça veut dire qu'il y avait des esclaves musulmans, si un esclave musulman s'enfuit, aucune prière ne sera acceptée de lui. C'est-à-dire que s'il ne fait pas la prière chez son maître, il ira en enfer. Déjà, tu comprends que le prophète est complètement cinglé. T'es qui pour décider qui va au paradis, qui va en enfer? Tu vois un peu la perversité du gars. Et il déclare que cet esclave mourra comme mécréant. Pourquoi il mourra comme mécréant? Pas parce qu'il a fait du mal, parce qu'il a voulu être libre, parce qu'il s'est sauvé. Et le hadith continue en disant, un esclave de Djarir, donc l'un des compagnons ou des gars de l'entourage du prophète, un esclave de Djarir s'est enfui. Djarir l'a attrapé et il lui a tranché la gorge. Il l'a égorgé en pleine rue. Normal. Ça, c'est un hadith de l'islam. Et tu as des afro-descendants qui te disent moi, je me sens musulman. Bah, c'est l'islam. Les blancs, c'est des esclavagistes. Oui, mais mec, si tu penses que les blancs, c'est des esclavagistes, je t'invite à lire la Sunna. Je t'invite à t'éduquer sur l'esclavage arabo-musulman. 13 siècles. 13 siècles où on coupait le testicule, on coupait les couilles à l'esclave pour pas qu'il se reproduise. Les Blancs n'ont pas fait ça. Dans toute son atrocité, l'esclavage pratiqué par les Blancs n'incluait pas le découpage des parties génitales. C'est pour ça d'ailleurs que malgré les 13 siècles d'esclavage arabo-musulman, il n'y a pas de Noirs. Au Maghreb, dans les pays arabes, au Qatar, il n'y en a pas. On pourrait se dire pourquoi. En Amérique, il y a eu de l'esclavage, mais il y a des métis. Il y a une trace. Il y a des descendants d'Africains, il y a des afro-descendants. Dans le monde arabe, 13 siècles d'esclavage, il n'y a pas d'afro-descendants. Pourquoi, d'après vous? Parce qu'ils ne pouvaient pas se reproduire. Pourquoi, d'après vous? Parce qu'ils étaient castrés. Mohamed Ali, Malcolm X, les bêtises, ça va 2 secondes. Mais ils sont victimes du manque d'éducation, comme 99,9999% des musulmans. Ils lisent pas les textes. Combien de musulmans connaissent Sunan an-Nasa'i 4050 validé par Darussalam, l'une des plus grandes maisons d'édition d'Arabie Saoudite. Chaîne de transmission vérifiée, etc. etc. Donc voilà, t'as plein de gens qui fantasment ça. J'imagine que t'as plein de gens dans les Black Lives Matter qui se sont convertis à l'islam en pensant que c'est une religion qui est plus proche de la cause africaine ou de la cause afrodescendante, etc. Si seulement ils savaient les textes et ce que dit l'islam de l'esclavage, je te garantis que tu dormirais pas de la nuit. Et pour conclure avec cet article et la question du féminisme et du féminisme 2.0, le combat féministe aujourd'hui a peut-être un sens en Afghanistan, en Iran, au Pakistan, mais que reste-t-il à obtenir en Occident? S'il y a des féministes qui m'écoutent, je vous pose la question vraiment honnêtement, sans sarcasme, très honnêtement. Quels sont les droits que la femme française, suédoise, norvégienne, canadienne, suisse peut encore obtenir aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle peut obtenir de plus? On a même, au nom de la liberté, en Occident, autorisé la femme à faire des choses immorales. C'est-à-dire qu'au nom de la sacro-sainte liberté occidentale, aucune civilisation n'a octroyé à la femme plus de droits que l'Occident. Aucune civilisation sur Terre n'a octroyé à la femme plus de droits que l'Occident. On a même, au nom de la liberté, autorisé des choses immorales. La morale est relative, mais on peut considérer, par exemple, que marcher nu dans la rue, c'est immoral. Ça peut heurter la sensibilité des uns et des autres. T'as pas à imposer ton corps nu à tout le monde. Mais, au nom de cette liberté, on a autorisé les femmes, par exemple, à prendre des photos de leur trou de balle, de leur anus, et de le poster sur OnlyFans, une plateforme qui permet de vendre des photos et des vidéos de nus, et de vendre cette même photo ou ces vidéos à des millions d'admirateurs, des hommes essentiellement. C'est-à-dire qu'au nom de la liberté, l'Occident, au nom de la sacro-sainte liberté de tous, y compris des femmes, on a permis la pornographie, on a permis aux femmes de faire de la pornographie, de prendre des photos de nus, de les mettre sur Internet et de les vendre.
Je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, c'est moralement contestable, mais c'est légal. Il n'y a rien qui interdit une femme majeure d'aller montrer son trou de balle sur OnlyFans. Après, c'est son problème, si ça lui posera des problèmes dans le futur ou pas. Si tu te présentes par exemple aux élections et que tu as un passé de OnlyFans, ça peut poser un problème. Hein. Voilà, tout a une conséquence. Hein. There is no free lunch. Quand tu fais des bêtises, voilà, ça peut ressortir, ressurgir plus tard. Donc si tu as prévu de faire des carrières sérieuses dans le futur, évite de faire des bêtises quand tu es jeune. Et moi je dis, quelle frontière reste-t-il à transgresser parce qu'on a même transgressé des frontières morales au nom de la liberté. Et je dis aux féministes, que voulez-vous de plus? C'est-à-dire en termes de droit, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Très honnêtement, aujourd'hui, l'avortement, c'est devenu un droit constitutionnel en France. Une femme peut avorter de plein droit, se débarrasser de l'enfant qu'elle porte de plein droit, et c'est protégé maintenant par la Constitution. La GPA, la gestation par autrui, sera certainement un jour autorisée en France. C'est déjà autorisé dans plein de pays. Le Canada, les États-Unis, l'Ukraine, la Russie autorisent déjà la GPA. Donc la location de l'utérus. Vous imaginez de quoi on parle? Aujourd'hui, il y a des pays où les femmes ont le droit de mettre leur utérus en location, porter l'enfant d'un autre couple, de le porter pour eux, de faire les 9 mois de gestation et de vendre l'enfant à la fin. En fonction des pays, ça peut varier, 25 000 $, 35 000 $, 50 000 $. J'imagine que plus le pays est développé, plus le pays est riche et plus c'est cher. Ça sera peut-être moins cher en Ukraine, par exemple. Et pour décrire la GPA, précisément la gestation pour autrui, pour ceux qui ne connaissent pas très bien, c'est une technique de procréation assistée où une femme, appelée la mère porteuse, accepte de porter un enfant pour une autre personne, un autre couple. Et il y a 2 types de GPA. Il y a une GPA qu'on va appeler altruiste, c'est-à-dire que la mère porteuse ne reçoit aucune compensation financière, à part le remboursement des frais médicaux, de la nourriture, de toutes les implications de cette grossesse, y compris médicale, etc. Mais en tout cas, on ne la paye pas, on ne commerce pas avec elle pour qu'elle porte l'enfant, d'où le nom de GPA altruiste. Et il y a la GPA commerciale, c'est-à-dire que là, clairement, il y a un prix pour la location de l'utérus. La mère porteuse reçoit une compensation financière pour porter l'enfant. Donc, au nom de la liberté, on est en train de faire sauter toutes les barrières morales. Et pour moi, la GPA et la location des utérus, c'est vraiment l'une des dernières barrières morales qu'on est en train de faire sauter. C'est-à-dire qu'on explique que l'utérus d'une femme a un prix, et que pour X montant, X somme, tu peux le louer pour 9 mois, qu'elle porte l'enfant et qu'elle te le donne à la fin. Et tout ça au nom de la sacro-sainte liberté. Donc dites-moi, que reste-t-il, mesdames? Le combat féministe aujourd'hui, ça part de loin. On parle quand même du droit de vote, du droit d'avoir un compte bancaire, du droit de travailler. Bon, tout ça, c'est acquis. Il reste quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui reste? La vente légale d'organes? C'est quoi en fait le combat? Et je dis ça sans sarcasme. S'il y a une féministe qui m'écoute, dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce qu'il te reste à obtenir? Qu'est-ce qui reste? À part avoir le droit légalement de vendre tes reins, par exemple. la vente légale d'organes. À part ça, il reste quoi? Le féminisme en Occident a déjà obtenu tout ce qu'il pouvait obtenir. Il a déjà obtenu tout ce qui était humainement obtenable et même obtenu ce qui est moralement contestable. Parce que la GPA, c'est mon avis, c'est moralement contestable. On a franchi une barrière en monétisant le corps. Une fois que tu as mis un prix sur l'utérus, où est la limite? Une fois que tu as mis le prix, on sait qu'un utérus pour 9 mois coûte 25 000 ou 35 000 $. Quelle est la limite à la monétisation d'autre chose? L'étape d'après, c'est qu'on pourra peut-être acheter l'humain intégralement. Il y aura des femmes qui vont se vendre 50 000 $ intégralement, pas juste l'utérus, mais elle, tu pourras l'acheter. On retourne à l'esclavage. C'est quoi le projet? Parce que ça a existé dans l'histoire, hein, des marchés où tu peux acheter des humains. Ça s'appelle l'esclavage. Donc après la location de l'utérus, la location des individus, hein, pourquoi pas? Donc moi, ce que j'ai envie de dire, mesdames, s'il y a des féministes qui m'écoutent, le combat féministe,
serait bien plus utile en Afghanistan, au Pakistan, en Iran qu'en France, ou en Suisse, ou en Suède. En Occident, vous n'avez plus rien à faire. À Kaboul, à Peshawar, vous serez utile. Là, il y a des choses à faire. En France, en Suisse, en Suède, il n'y a plus rien à faire. Au Canada, qu'est-ce qu'elle fait la féministe au Canada? Qu'est-ce qui reste? Quel droit la femme canadienne n'a pas encore? Et je vous dis même, et là je suis très sérieux, je vais vous faire une proposition. S'il y a des féministes qui veulent aller à Kaboul, ou à Karachi, ou à Peshawar, pour aller se battre pour les droits des femmes, je vous paye le billet d'avion et l'hôtel. Je suis très sérieux. S'il y a une féministe qui m'écoute, qui a un projet pour aller à Kaboul, en Afghanistan, pour aller se battre pour le droit des femmes, pour aller manifester, vous m'envoyez en message un truc synthétique, votre projet, vous me dites combien ça coûte, même 10 000 balles, c'est pas un problème, je vous le paye. Je vous paye votre voyage. Par contre, faudra des preuves. Quand tu arrives à Kaboul, t'envoies des photos. Tu me prouves que tu es là-bas, tu fais un selfie, tu montres comment tu milites, tu marches dans la rue avec un panneau, nique l'islam par exemple, ou liberté pour les femmes, ou le hadith, je ne sais quoi, c'est de la merde, ou le prophète est un pédocriminel parce qu'il a pénétré une petite fille de 9 ans, ou j'ai un bon slogan, justice pour Aïcha, voilà. Parade à Kaboul avec un panneau, justice pour Aïcha. J'ai besoin que de ça en fait. Je te propose de te faire une avance de 5 000 euros, par exemple. Ça te paye ton billet, ton hôtel, pour que tu sois bien. Alors, c'est beaucoup, 5 000 euros pour l'Afghanistan, mais bon, c'est pour t'encourager. Donc, je te donne la première tranche, 5 000 euros. Et quand tu fais le selfie, justice pour Aïcha, ou Mohammed, Rasulallah, justice pour Aïcha, hashtag Rasulallah est un pédocriminel, tu m'envoies ça en selfie, tu vois, dans les rues de Kaboul, et je te fais un virement pour les 5 000 euros restants. Ça, c'est un combat féministe qui aurait du panache. Ça, c'est quelque chose. Ça, je verrais ça, mais je dirais, putain, mais vive les féministes. C'est magnifique, c'est incroyable. Le courage qu'il faut pour faire ça. Voilà, j'aurais été fasciné, tu vois. Donc, c'est ma proposition. Les féministes 2.0, si vous avez des projets, Pakistan, Afghanistan, des pays sérieux, ne m'envoie pas un combat féministe pour aller manifester à Genève. Un peu de sérieux. On parle des pays sérieux. Afghanistan, Kaboul, Pakistan. Tu te fais imprimer des t-shirts hashtag justice pour Aïcha. Et là, je te suis. Là, je suis avec vous, les filles. Je serai votre premier fan. Voilà, je ferai des vidéos pour parler de vous et tout, une vraie révolution. Mais à part ça, vous vous arrêtez de... En Occident, il n'y a rien à faire, foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix. Les manifs à Genève, à Paris, à Stockholm, à Oslo, bon, ça me fait un peu rire. Les manifs féministes à Montréal, ça va 2 secondes, c'est trop facile. Ça manque de panache. Ça manque de panache. Vous avez 50 ans de retard, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre avec vos manifs en Occident. Vous avez 70 ans de retard. Que dis-je, 50 ans? 70 ans de retard. C'est fini tout ça. L'Occident, ça y est, on est passé à autre chose. Mais l'Afghanistan a besoin de vous. Le Pakistan a besoin de vous. L'Iran a besoin de vous. Donc, allez faire votre combat là-bas. C'est ça la réalité en fait. C'est pas que le féminisme est bon ou mauvais, c'est que juste en Europe, il a fait son travail, c'est fini. Mission accomplie. Vous pouvez cocher la case Europe, Occident, c'est fini. Par contre, dans ces pays-là, oui, il y a un vrai combat à faire. Donc, Pakistan, Afghanistan, Iran, moi je vous soutiens 100% les filles. Allez faire la bagarre là-bas, vous serez bien plus utiles. Et peut-être qu'un jour, grâce à vous, la femme afghane, la femme iranienne, la femme pakistanaise pourra aussi librement ouvrir un OnlyFans. Et poster fièrement une photo de son anus et le vendre à des millions d'hommes à travers le monde. Vive la liberté, sans discours moralisateur aucun. Allez parader à Kaboul en criant « Allons enfants de la patrie !» nanani nana, liberté, liberté chérie, nanani nana, etc., etc. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et que dire d'autre? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.